Il y a 5-6 ans, j'avais rencontré des journalistes américains qui étaient en poste à Paris et je leur avais dit, un peu par provoque, mais pas vraiment, que Emmanuel Macron, par bien des aspects, ressemblait à Donald Trump. Alors, les journalistes américains qui travaillaient pour le New York Times avaient du mal à écouter ce discours. Et ils ne comprenaient pas très bien ce que je racontais, même si j'ai essayé d'apporter des arguments. Mais derrière cette comparaison à l'égard de Donald Trump, il y a des choses très précises où on peut faire des comparaisons dans la pratique politique d'Emmanuel Macron, dans son rapport aux médias, à l'opinion, aux outils de communication, aux outils à l'utilisation des réseaux sociaux, qui amènent à penser qu'effectivement, tu parlais de confusionnisme, enfin je parlais de confusionnisme des discours. On l'a encore vu hier avec le Premier ministre, enfin l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui a dit qu'il proposait un logiciel de simulation des retraites qui s'est révélé totalement faux. Un point central, c'est que l'un des plus gros producteurs de fake news depuis 7 ans, c'est le pouvoir actuel, c'est la Macronie, c'est Macron. Il a toujours eu un rapport à la vérité, à la réalité, très parcellaire, très partiel. Ça, je suis dans le féminisme. Dans mes premières enquêtes, tu rappelais un de mes premiers livres en 2015. J'avais expliqué dans ce livre en 2015, qui était un livre d'enquête où je l'avais rencontré d'ailleurs, Emmanuel Macron, j'avais expliqué qu'il avait menti sur son CV à plusieurs reprises. Et donc, dans tout son parcours, Emmanuel Macron ment beaucoup. Ça, c'est son rapport personnel. Mais après, il y a un élément très intéressant par rapport à sa victoire de 2016-2017, c'est que il a un rapport, très fragmentaire à l'opinion, c'est-à-dire qu'il s'adapte à son public, à chacun de ses publics, en fonction de la fragmentation qu'on connaît aujourd'hui des moyens de communication et des différents médias. Il a été capable de dire tout et son contraire en fonction des publics auxquels il avait affaire. Et ça, c'est une stratégie très proche en fait d'un Donald Trump aux États-Unis en 2016, à la fois basée sur la fragmentation d'un côté, sur le mensonge en réalité. Et Emmanuel Macron l'a dit lui-même, peu importe les discours qu'il a pu tenir lors de son élection présidentielle de 2016-2017, ce qui compte aujourd'hui dans la politique, c'est l'image et c'est le fait de saturer l'image. Il n'y a plus que l'image qui compte. Et ça, il le dit, il l'avoue à un documentariste qui a fait un documentaire sur lui pour Envoyé spécial en 2017. Il explique, en gros, qu'il a contourné les médias traditionnels. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif par rapport à certains discours sur Emmanuel Macron. Certes, il a bénéficié de soutien de certains médias dès 2016. On peut penser au groupe Lagardère ou même au groupe Bolloré, on l'a oublié. Mais en fait, principalement, il fait campagne en 2016-2017 en constituant un mouvement ad hoc politique, ce qui a été En Marche, en utilisant les réseaux sociaux, en essayant de mobiliser ses sympathisants blancs, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on voit tous les trolls macronistes depuis 7 ans. Et l'autre élément derrière cette mobilisation-là, c'est qu'il a toujours mis en avant davantage l'image que les discours. Pourquoi c'est important ? Parce que depuis 7 ans, y compris dans les commentateurs, y compris chez les journalistes, mes collègues, le grand sport national, ça a été faire l'exégèse du discours macronien. C'est quoi le macronisme ? Est-ce qu'il y a une idéologie derrière ? Ça, c'était tous les débats à n'en plus finir sur les plateaux de télévision. Il y avait celui qui avait compris ce qu'avait dit Emmanuel Macron à cet endroit-là. Regardez, il fait telle référence historique, c'est forcément très intelligent ce qu'il raconte. Et donc, moi, je dis déjà depuis pas mal de temps, plutôt en privé, enfin en tout cas à mes connaissances, n'écoutez plus Emmanuel Macron, ça vous fera des vacances déjà, mais ça vous le fait peut-être déjà. Mais en tout cas, il ne faut pas suivre Emmanuel Macron dans les discours, parce que rien n'est réellement rationnel dans ce qu'il dit. Tout est image et manipulation. Et c'est là où on voit qu'il a un rapport au débat démocratique très ambigu, pour pas dire plus, mais ça, il l'a en fait depuis 2017. Et c'est pour ça que je fais cette comparaison avec Trump, parce que en réalité, ça c'est des terminologies un peu hasardeuses, mais enfin, quand on dit on est dans l'ère de la post-vérité et compagnie, même l'extrême centre, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas la Macronie, a été un vecteur important de ces déplacements idéologiques depuis 7 ans. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, même si aujourd'hui on est à 2 doigts d'une élection cruciale, voilà, tout ça c'est le résultat de 7 ans de pouvoir et notamment de confusionnisme au niveau du discours. J'avais une question vis-à-vis du site de Renaissance qui est paru hier du coup sur les retraites, etc. Est-ce que c'est une surprise pour vous qui est spécialiste de la Macronie ? Parce que moi je l'ai vraiment pris comme un choc, je trouvais ça comme une marche qui était passée dans la désinformation. Et c'est dans la logique pour vous ? C'est pas du tout aberrant ? Depuis au moins 2017, mais même 2016, et je suis bien placé pour le savoir, et les journalistes qui font encore un peu de travail d'information dans ce pays le savent, il y a deux éléments sur lesquels je peux vous répondre. Il n'a jamais été aussi difficile de faire des enquêtes que sous la Macronie depuis 7 ans.
Voilà, même sous la Sarkozy, c'était plus facile, mais pour des raisons structurelles, c'est que sous la Macronie, il y avait des rapports de force et des contre-pouvoirs, notamment. Mais là, ça va se lâcher, là. Là, tu vas pouvoir nous écrire un nouveau livre, là. À mon avis, dans 10 jours, t'as plein de mecs qui t'appellent en te disant, ouais, sur Macron, j'ai ça à dire. Ouais, mais c'est fini, là. Enfin, en partie, tu vois. Enfin, c'est fini. On va voir ce qu'il va faire et on va voir quel est le résultat de l'élection. Mais, pour répondre plus exactement, depuis 2017, la Macronie, quand je dis est le plus gros producteur de fake news, ils n'ont cessé de mentir sur tout un tas de dossiers. Que ça soit des éléments de langage, comme on dit dans le jargon journalistique, utilisés sur les plateaux de télévision, mais également, plus grave, des mensonges concernant des rapports concernant des politiques publiques qu'ils ont pu mettre en place. Ils ont trafiqué, on va dire, en tout cas présenté des chiffres de certaines manières sur tout un tas de politiques publiques, que ça soit du côté de Bercy, même y compris sur des choses très budgétaires, entre guillemets, ils ont également eu un rapport très distancié par rapport à ces éléments factuels. Donc l'anecdote entre guillemets d'hier sur on met en place un logiciel dit de simulation sur les retraites et on présente ça comme quelque chose de factuel alors qu'en réalité c'est basé sur des éléments qui sont faux. Ça c'est pas la première fois qu'ils le font, ils le font constamment. Et quand je vous parlais des trolls macronistes sur les réseaux sociaux, il suffit. Alors ce n'est pas le seul parti politique. Hein, c'est cette Trumpisation que je présente comme telle. Elle est transpartie parfois, mais elle est plus liée à des partis d'extrême droite ou même à la Macronie. Croire que la Macronie c'est le camp de la raison contre les barbares ou contre les extrêmes, c'est un discours qui est totalement faux dans les faits, au regard du rapport à la vérité, aux faits et aux éléments factuels. Voilà. Et donc, l'anecdote d'hier ne m'a pas du tout surpris de mon point de vue. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on vous passe le micro avec plaisir. Le Monde titrait, je crois, hier ou ce matin, je sais plus, que Macron était lâché par tout le monde, que les langues commençaient à se délier. Est-ce que tu as le même constat ou pas? Où il y a les langues commencent à se délier. Oui, parce que Gabriel Attal, parce que Édouard Philippe, parce que Bruno Le Maire essayent de quitter le navire quand il est temps pour expliquer qu'ils n'ont pas collaboré à 7 ans de pouvoir. C'est des postures principalement. Oui, il est lâché d'une certaine manière en termes de stratégie politique. Il reste on est sous la Ve République. Il a tous les pouvoirs quasiment en tant que Premier ministre, en tant que président, en tant que président de la Ve République. Et donc la vraie question, c'est qu'en fonction des résultats qu'on va avoir, qu'est-ce qu'il va faire réellement? Est-ce qu'il va accepter une cohabitation avec le Rassemblement national? Si c'est le Rassemblement national, si c'est le Front populaire, je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'il va encore plus durcir sa politique au sens de maintien au pouvoir? Il y a beaucoup de gens qui spéculent dans la Macronie sur une éventuelle démission. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous parlais du rapport à la vérité, à la réalité. Spéculation que tu as alimenté dans l'émission. Pas alimenté. Que j'ai relaté. Au regard de ce qu'on Pardon, que tu as relaté. Mais l'élément qu'il faut également avoir en tête, c'est que Macron et la Macronie a eu un rapport à la Constitution française très aléatoire. Voilà. C'est-à-dire que il a toujours joué avec la ligne rouge concernant la Constitution française. Il a toujours maximisé son pouvoir par rapport aux règles qu'on lui permettait d'avoir dans le cadre de la Ve République. Et donc, il n'a jamais eu un rapport à la responsabilité politique. Hein. D'ailleurs, il l'a encore dit la semaine dernière. Peu importe le résultat des législatives, ça sera de la faute de personne. Ça, c'est une autre caractéristique d'Emmanuel Macron. C'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Il renvoie toujours la faute sur les autres. Et institutionnellement et constitutionnellement, il le fait également régulièrement. Je vous rappelle un épisode que certaines personnes ont oublié, mais l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, avec le qu'ils viennent me chercher, c'était exactement ça. Alors lui, là, il disait, je suis le seul responsable d'une certaine manière, tout en sachant que pénalement, en tant que président, il était irresponsable. Mais là, je parle de responsabilité politique. Il croit, on va dire, avoir le costume d'un général de Gaulle, mais même le général de Gaulle, quand il a eu affaire à des grands mouvements politiques d'opposition et de mobilisation, il en a pris acte et il a pris des décisions. Voilà. Macron, il n'est pas dans cet état d'esprit. Question de Florent, mais là j'étais en train de penser à Benalla. La cour d'appel a confirmé un an de prison pour l'affaire de la contre-escarpe le 1er mai 2018. Voilà, ça c'est fait. Par contre le coffre-fort, on sait toujours pas. L'enquête est en cours. Mais à mon avis, Marc sera le premier à savoir ce qu'il y avait dedans. Donc Florent te demande, Macron s'étant cornerisé, risque de disparaître entre guillemets en termes d'attention. Aussi parce qu'il est en fin de mandat. Ne risque-t-il pas d'être plus dangereux quand il n'est plus au centre de l'attention? Est-ce qu'il pourrait y avoir un syndrome du forcené? Ça, c'est ma traduction. Oui, moi, c'est ma crainte.
C'est ma crainte. De toute façon, ça a toujours été ma crainte. Hein. De toute façon, il a toujours essayé de renverser la table, pour reprendre des expressions un peu galvaudées, mais au moment où il était dans l'impasse politique, il a toujours, ça a toujours été sa caractéristique. Il préfère renverser la table ou détruire les gens qui sont autour de lui. Hein. C'est ce qui s'est passé là sur la Macronie d'ailleurs. Là, tu parlais des gens qui commençaient à parler aux journalistes, et notamment en off aux journalistes. Ouais. Bien évidemment qu'Édouard Philippe ou une partie de l'entourage d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui prédomine dans les relations politiques dans la Macronie depuis 7 ans, c'est la peur. C'est-à-dire que l'entourage d'Édouard Philippe lui-même, même également Gabriel Attal et Bruno Le Maire, bien évidemment, toutes les figures d'alliance avec Emmanuel Macron depuis 7 ans ont un point commun vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils en ont peur, ils en ont toujours eu peur. Par exemple, si vous prenez François Bayrou, qui a eu en plus des ennuis avec la justice, François Bayrou, en privé, il le confie à d'autres responsables politiques qui me l'ont répété, tous ces gens-là ont eu peur d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. C'est lié à une pratique du pouvoir extrêmement brutale au niveau des coulisses. Ça, c'est la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron au niveau des coulisses. Il suffit de voir les gens qui promeut ou qu'il a pu mettre en avant et les gens, au contraire, qu'il a sanctionné. Hein. Il n'y a qu'à voir les ministres qu'il a sanctionnés et les ministres qu'il a gardés. Il a préféré garder des ministres multi en examen ou faire appel aux services de multi en examen. Je pense notamment au conseiller politique Thierry Solaire, par exemple. Réseau des Hauts-de-Seine, UMP, vieux réseau Pasqua et compagnie. Ça, c'est Thierry Solaire. C'est la bonne probité et la bonne éthique politique. Bon, il préfère mettre des gens et de s'entourer de gens comme ça plutôt que de promouvoir des gens qui ont eu plus ou davantage de responsabilités politiques dans son entourage. Alors, tout à fait autre chose. Après, tu n'es pas obligé de répondre. Ça concerne Marianne. Oh là. Vous êtes à nouveau en grève. Est-ce que tu peux détailler un peu? C'est des questions du chat. Alors, il faut dire que donc Marc travaille à Marianne. Il n'est absolument pas responsable de ce qui est en train de se passer. Donc, est-ce que tu peux, sans te mettre dans la sauce, nous dire où ça en est? Aux dernières nouvelles, on est en grève. Tu vois. Donc, voilà. Là, je suis en grève. Là, tu es en grève. Je suis en grève. Bon, c'est une grève bienvenue. Bon, elle arrive un peu tard à mon goût, mais bon, j'en dirai pas plus sur Marianne. Bon. C'est mon actuel employeur, oui, effectivement. Voilà, c'est ton actuel employeur. Mais en gros, voilà, il y a un milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas, enfin un homme très riche d'extrême droite. Ça, on peut en parler. Qui est en passe de racheter avec l'accord de Denis Oliven et de je ne sais qui pousse dans ce sens-là. Le milliardaire, il faut quand même le préciser. Donc le milliardaire, c'est Pierre-Édouard Stérin, qui est un milliardaire versaillais, ultra-catholique, financier de la Manif pour tous. Tout ça est très sympathique. Et Pierre-Édouard Stérin, effectivement, souhaite racheter ce magazine comme il a financé différents médias. Il a financé le média d'extrême droite, l'Incorrect. Il a financé un petit média plutôt d'extrême droite qui s'appelle Le Crayon, auquel Emmanuel Macron a donné une interview il y a à peine 15 jours. Et donc Pierre-Édouard Stérin est à la fois dans les milieux versaillais d'extrême droite, mais également ses liens avec une partie du pouvoir actuel, hein, parce que tu parlais de Denis Oliven, en tout cas de la Macronie en général. Voilà. Et donc, effectivement, il a décidé de mettre la main sur ce journal-là. Merci Marc, on te dit courage. Voilà. Je vois que la chemise bleu ciel la plus célèbre de Paris. Et non mais Marc, attends, je te